Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Omerta, à quelques jours des élections présidentielles américaines, et alors que notre numéro du trimestre est toujours en vente autour justement de la question de la campagne de Donald Trump et des changements qui pourraient intervenir aux États-Unis. C'est pour ça que nous avons choisi de convier aujourd'hui Nicolas Mirkovitch, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, mais qui vient de publier la réédition augmentée aux éditions Temporis de L'Amérique Empire, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Donc, effectivement, édition augmentée, puisqu'il y a du nouveau. Depuis que vous aviez publié, c'était en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Oui. Juste avant la guerre en Ukraine, justement, vous l'avez complété d'un chapitre sur le rôle des États-Unis dans la guerre en Ukraine, et aussi, à la fin, vous faites part de quelques réflexions et quelques perspectives en lien avec l'actuelle campagne américaine, qui oppose donc Donald Trump à Kamala Harris. Et voilà, nous pourrons aussi peut-être parler de ce qui pourrait changer dans la politique étrangère américaine. Alors, d'abord, pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre, de faire cette synthèse sur la vision impériale américaine ? Je pense qu'il est difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde en ce moment, et même ces dernières années, si on ne comprend pas le rôle majeur des États-Unis dans de très nombreuses crises. Alors, on ne va pas dire qu'ils sont responsables de toutes les crises, mais ça fait déjà plus de 20 ans que je ne comprenais pas forcément certaines situations géopolitiques. J'étais moi-même concerné par les bombardements en ex-Yougoslavie. C'est ça ce qui m'a vraiment éveillé. J'essayais de gratter, j'essayais de comprendre comment est-ce qu'on pouvait de nouveau avoir des peuples européens qui se battaient les uns contre les autres, alors que vous avez dit que l'Europe, ça serait la paix. Puis quand j'ai commencé à comprendre le rôle des États-Unis en ex-Yougoslavie, qui n'était pas du tout logique, les États-Unis sont à plusieurs milliers de kilomètres des Balkans, puis après j'ai analysé ce qui s'est passé en Irak, et j'ai vu de nouveau la main mise des États-Unis, puis quand on voit ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, et quand on remonte dans le passé, on voit l'ingérence des États-Unis au Vietnam, en Amérique du Sud, en Corée, on se dit qu'il y a aujourd'hui un pays au monde qui a plus de 750 bases militaires dans plus de 80 pays, qui ne cessent de faire la guerre. C'est l'Institut Fletcher de l'Université de Tufts aux États-Unis qui a analysé que les États-Unis, depuis 1776, depuis leur déclaration d'indépendance, ont fait la guerre, ont mené des guerres dans plus de 500 fois. 500 fois. Et donc, ce rôle des États-Unis est un rôle clairement impérial, c'est ce que je démontre dans le livre. Les États-Unis se comportent comme un empire, ils ont les velléités d'un empire, ils ont les attributs d'un empire. Et si on veut comprendre ce qui se passe, souvent nos médias vont nous présenter un conflit entre les noirs et les blancs, les rouges et les verts. Mais derrière, quand on gratte, souvent, pas tout le temps, on va trouver une trace américaine parce que, à travers différents leviers, que ce soit des leviers de ce qu'ils appellent le soft power, la culture, les think tanks, les universités, beaucoup d'argent, ou la guerre, eh bien les Américains veulent soumettre une partie du monde, ou en tout cas avoir accès à des territoires. Je pense que je terminerai là, juste là-dessus. Avoir accès à des territoires. C'est ce que fait chaque empire. Ils veulent avoir accès à des territoires pour récupérer les ressources naturelles, et ils veulent avoir accès à des territoires pour vendre leurs produits et services. Pour avoir des débouchés économiques. Exactement. Voilà. Et pour ça, ils emploient effectivement toute la gamme possible de l'influence, qui va du soft power jusqu'à des coups d'État, en passant par les interventions conventionnelles. Exactement. Aujourd'hui, comment caractériser, parce qu'on pourrait faire effectivement depuis le 19e siècle l'archéologie de la stratégie impériale américaine. C'est vrai que les Français oublient parfois que il y a eu par exemple une guerre contre l'Angleterre en 1812, oublie les conflits contre le Mexique, oublie qu'il n'y a pas que la guerre civile des Confédérés dans l'histoire américaine du 19e siècle. Même à la fin du siècle, il y a l'histoire de Cuba, des Philippines, les conflits contre l'Espagne, puis la Première Guerre mondiale, puis voilà, la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, la gestion chaotique de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, l'Irak, les Balkans,
et désormais l'Ukraine. Exactement. C'est le fil rouge des États-Unis. C'est un pays martial, c'est un pays qui fait la guerre. Il y a une culture de la guerre qui est omniprésente aux États-Unis. C'est un pays qui s'est forgé dans la guerre, la guerre contre les Anglais. D'abord une guerre civile contre les Britanniques, ensuite une guerre contre toutes les tribus indiennes, avec un véritable massacre d'Indiens, avec une conquête occidentale allant de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, avec toutes ces guerres que vous venez de mentionner. Ils sont très forts parce qu'on n'a pas l'image aujourd'hui d'un pays conquérant, d'un pays guerrier. On a plutôt l'image, et ça c'est la force des médias, de la télévision, du cinéma, de la littérature américaine, de changer les esprits, changer les opinions. Là, c'est la fabrication du consentement dont avait parlé Lippmann et plus tard Chomsky. On n'a pas cette image d'un pays qui ne cesse de faire la guerre et qui dépense des milliards et des centaines de milliards de dollars chaque année pour son armée et donc pour faire la guerre. Et quand ils ne font pas la guerre, en effet, ils emploient tous ces moyens pour quelque part nous manipuler. C'est ce que Bernays explique dans son livre Propaganda et on en est les victimes aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que depuis la chute du mur, où avant 89, il y avait des à défaut de contre-pouvoir, il y avait au moins une contre-propagande communiste à l'époque. Mais on a l'impression que depuis, il n'y a plus vraiment de force. Des puissances comme la Chine ou comme la Russie incapables de produire, en tout cas aux yeux de l'Occident, un contre-modèle. Et donc, il n'y a plus cette capacité à remettre en cause un narratif américain qui est aujourd'hui tout puissant en Occident. Et d'ailleurs, on voit une large partie de ce qu'on appelait autrefois la gauche intellectuelle, qui était justement critique contre les États-Unis, à partir de la chute du mur, même on le voit dès l'affaire irakienne, la gauche critique lâchée, prise. Oui. Voilà, il reste le monde diplomatique, il reste quelques... Oui. Mais on voit quelqu'un comme Raphaël Glucksmann qui dit qu'ils se sont plus à l'aise à New York qu'en Picardie. Oui. Donc c'est un exemple type de l'américanisation de nos élites. Voilà, il y a eu, à droite comme à gauche, une fascination des élites autoproclamées, en tout cas en faveur des États-Unis, qui aujourd'hui a tellement peu d'adversaires en Europe que elle peut, et on va y venir, monter une opération aussi puissante que celle de l'Ukraine, c'est-à-dire empêcher la résolution des tensions entre la Russie et l'Ukraine par la fourniture ou la fourniture déléguée aux Européens d'un armement conséquent au profit d'un pays, l'Ukraine, qui ne pourrait pas tenir sans cela. Vous savez, le problème n'est pas récent. Le général de Gaulle, dès qu'il y avait l'histoire de l'Algérie avait été réglée, a dit que la plus grande menace pour nous, c'était l'impérialisme américain. Il a aussi dénoncé le snobisme bourgeois français, anglo-saxon. Donc il a très bien compris, De Gaulle a compris, parce que De Gaulle, lors de la résistance, on oublie, lors de son travail de résistance majeur évidemment pour la France, a dû sans cesse lutter contre les anglo-saxons, contre la volonté de transformer la France en pays soumis. N'oublions pas qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avaient produit leur fameux billet Amgot, ils avaient une vision de gestion, de régence quasiment de la France, et que De Gaulle a lutté contre ça. Et il a dû lutter d'un côté contre les nazis, ça c'est certain, et de l'autre côté contre cette volonté des Américains de faire main basse sur la France. Et qu'au bout d'un moment, il a dégagé. On est en manque d'hommes politiques courageux. Il a dit aux soldats américains de quitter la France. Il a sorti la France du commandement intégré de l'OTAN. Donc il avait ce courage. Il a fermé les bases américaines. Il a fermé les bases américaines. Il a dit aux Américains, go home. Donc il a gardé des relations parce que c'était un souverainiste qui était pragmatique. Donc il n'est pas entré en guerre. Il n'a pas choisi de camp. Il a vu très bien, il a compris que le rôle de la France dans le nouveau jeu mondial post-Deuxième Guerre était de trouver d'être la voix des pays les plus qui étaient non alignés. De Gaulle était capable de parler aux Soviétiques, de parler aux Chinois et de parler aux Américains. Mais les Américains n'aimaient pas ça. Les Américains n'aimaient pas ça parce qu'ils veulent contrôler. Ils veulent des pays et des politiques soumis. Et on voit, donc déjà vous pouvez imaginer que si De Gaulle disait que le plus grand problème c'était l'impérialisme américain dans les années 60, vous pouvez imaginer ce qu'il dirait s'il était là aujourd'hui. C'est encore pire, la situation. Et les élites françaises sont très
majoritairement, celles qui ont le pouvoir, très américanisées, très pro-américains. Et Dieu merci, nous avons des théories comme celle de la circulation des élites de Wilfrid Pareto qui nous donnent de l'espérance que cette élite aujourd'hui qui a tout gagné, qui gagne beaucoup, s'essouffle, se fatigue et soit remplacée par une nouvelle élite. Oui. Alors, mais parce que, bien entendu, les Américains jouent leur jeu, mais donc on peut d'ailleurs se demander si le plus gros responsable de la situation actuelle ne sont pas nos propres élites qui ont abandonné la position d'équilibre traditionnelle de la France, mais plus largement qui ont renoncé à produire en Occident, quitte à pour récupérer ce concept compliqué d'Occident, mais une autre stratégie, une autre vision que celle des États-Unis. Est-ce que si les Européens n'avaient pas renoncé à être des Européens, les États-Unis auraient pu faire exactement ce qu'ils voulaient en Ukraine? Non, bien sûr que non. Nous sommes les principaux responsables. Je décortique le modus operandi des États-Unis, de ce qu'ils font, et je fais bien attention de ne pas mettre tous les Américains dans le même panier, parce qu'il y a énormément d'Américains que je cite dans le livre qui sont contre cet impérialisme américain. Mais nous sommes les premiers responsables. C'est nous qui avons sacrifié notre souveraineté, qui avons choisi des grands projets comme le projet de l'Union européenne, qui est un piédestal, qui est un marchepied pour le mondialisme et qui a été créé, aidé, financé par les États-Unis. Quand on regarde la véritable histoire de la création de l'Union européenne, c'est un projet éminemment américain. Jean Monnet était un allié des Américains, de Roosevelt. Ils voulaient tous créer un grand marché, parce que derrière cette histoire d'impérialisme américain, il y a quand même un projet, il y a quand même un grand projet oligarchique d'ouverture des frontières. Quand on parle de la libre circulation des biens, des services et des personnes, c'est pour donner accès aux entreprises américaines et aux entreprises qui sont proches des États-Unis. Le modèle américain est un modèle où eux définissent les règles. Tout le monde peut y participer tant qu'ils reconnaissent ces règles et qu'ils reconnaissent un peu la domination des États-Unis. Mais à la fin, celui qui remporte le plus, celui qui gagne, c'est comme un casino. Celui qui gagne le plus, ce sont les États-Unis. Donc, et c'est leur façon de faire. Et si nos élites n'avaient pas sacrifié notre souveraineté, on aurait pu résister. On aurait très bien pu résister à ça et être ce que voulait De Gaulle. Ce que doit être le rôle de la France, c'est un pays qui est souverain, un pays fort, un pays qui a une culture, un pays qui rayonne, un pays qui on a quand même la deuxième surface maritime mondiale. On a plusieurs centaines de millions, 400 millions, je pense, de francophones à travers le monde. Donc on a une voix à porter, mais en tant que pays souverain. Et en plus, on peut rallier tous ces pays qui ne veulent pas rentrer dans des blocs. On n'est pas obligé de choisir son camp. On peut être indépendant et regrouper les... C'est ce que voulait De Gaulle. C'est ce que voulait De Gaulle. Et en revanche, ce n'est pas du tout ce qu'ont fait ses successeurs. Alors, comment dire, il y a une dizaine d'années, on apprenait dans les cours de géopolitique en France que désormais, le pivot central pour les États-Unis n'était plus en Europe, mais était au milieu du Pacifique, dans son opposition avec la Chine. Avec cela, comment peut-on analyser, en lien avec cette vision impériale des États-Unis, leur action en Ukraine? En quoi est-ce que l'aide à Zelensky et à l'Ukraine rentre dans cette stratégie de confrontation avec la Chine? Depuis longtemps, en tout cas depuis la fin du 19e siècle, les Américains, à travers les analyses de deux maîtres de la géopolitique, qui sont d'abord Mackinder puis Spykman, ont identifié, ils ont regardé là une map monde. Et si vous la regardez de près, vous prenez l'Eurasie, donc l'Europe, l'Asie, si vous rajoutez l'Afrique, vous avez 75% de la population mondiale. Vous avez 75% des ressources naturelles connues au monde. Les États-Unis sont une île, c'est ce qu'ils disent. Ils disent les États-Unis sont une île et ils sont très loin du cœur de l'action. Donc quel est l'objectif des Américains? Il est de diviser ce continent eurasiatique, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rival, de faire en sorte qu'il y ait des conflits pour qu'il n'y ait pas un rival majeur qui arrive à dominer, soit par son modèle politique, soit lui-même par des conquêtes territoriales, le continent, parce que les États-Unis savent que s'il y a, on va dire, une espèce d'alliance, d'entente entre la plupart des pays du continent eurasiatique, ils sont écartés de là où ça se passe. Et tout coûtera toujours plus cher pour eux parce qu'ils ont quand même plusieurs milliers de kilomètres de mer à traverser
pour y arriver. Donc, quand à la fin des années 90, au début des années 90 d'ailleurs, quand le communisme s'écroule, tout de suite on a la doctrine de Wolfowitz qui fuite dans le New York Times, et où il dit il faut profiter de ce moment où on n'a plus d'ennemis pour avancer nos troupes. Le Project for a New American Century, le projet pour un nouveau siècle américain, qui est rédigé quelques années plus tard, dit exactement la même chose. C'est-à-dire que ce sont des projets... Donc, Wolfowitz, c'est quand même le numéro 2 de la défense à l'époque. Et vous avez toute cette élite néoconservatrice qui dit il faut avancer nos pions rapidement, pas par le soft power, pas par des cinémas, pas par les universités, pas par des think tanks, par les armes, par les armées. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de rival sur le continent asiatique. Or, qui peut être un rival sur ce continent? Quelles sont les deux grandes puissances aujourd'hui? L'Union européenne, il n'y a plus de grandes puissances dans l'Union européenne. L'Allemagne aurait pu être un peu quelque chose, mais l'Allemagne était contrôlée par plus de 60 000 soldats américains sur leur territoire et par l'Union européenne. Vous avez deux puissances, la Russie et la Chine, qui peuvent grandir. Alors, la Russie n'est pas un rival réel pour les États-Unis, mais c'est un rival qui a de l'influence militaire, qui a de l'influence politique, donc qui peut être du poil à gratter pour les États-Unis. Et la Chine est le véritable rival qui, d'un point de vue production, industrie, nombre d'habitants et de réseaux, peut vraiment prendre la première place au niveau mondial. Les États-Unis ont organisé 2 coups d'État. Ils ont déjà commencé en 2004. Et ce coup d'État a fonctionné, mais il a été de courte durée, puisque les Ukrainiens ont remis au pouvoir démocratiquement Yanukovych, le président que les Américains avaient fait chasser en 2004. Et je rappelle que les États-Unis ont avoué très, très clairement qu'ils étaient derrière la révolution d'Orange. Lors de la révolution du Maïdan, c'était une révolution, une fausse révolution, où des Ukrainiens ont été manipulés. Il y a eu un coup d'État, et le but de ce coup d'État était de transformer l'Ukraine, non pas en pays démocratique, mais en pays anti-russe. Parce que le but, c'est d'affaiblir la Russie. Les États-Unis se fichent complètement de l'Ukraine. Ils n'ont aucun intérêt, ils ne veulent pas garder l'Ukraine, ils ne veulent pas de pays ukrainien. Ils n'ont même pas, s'ils voulaient, ils avaient vraiment le souci des Ukrainiens, ils en auraient profité pour mettre la paix en Ukraine, pour développer l'Ukraine, qui était le pays le plus pauvre d'Europe, le plus pauvre. Aujourd'hui, c'est le pays de loin qui est encore plus pauvre. L'idée, c'était de faire chuter la Russie. D'abord, certains voudraient que la Russie implose, qu'elle soit divisée sur les lignes des différentes républiques. C'était de faire imploser, c'était d'affaiblir la Russie, c'était de faire en sorte que la Russie ne puisse plus être un rival. C'est ça le but des États-Unis en Ukraine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont organisé des révolutions de couleur en Géorgie, en Kyrgyzstan, pour affaiblir la Russie, pour éviter qu'elle ait trop de pouvoir et qu'elle se rapproche de l'Europe de l'Ouest. Parce que la grande crainte des États-Unis, c'est que si vous avez l'Europe de l'Ouest et la Russie, donc on a une masse continentale qui va de l'Atlantique au Pacifique, vous avez là la possibilité de faire une puissance, en tout cas une association de puissances incroyable, qui ferait de l'ombre aux États-Unis, avec toutes les ressources naturelles, le savoir-faire, le nombre d'ingénieurs qu'il y a en Russie et ce que notre savoir-faire nous-mêmes en Europe, on pourrait faire quelque chose d'assez grand. Les Américains ont peur de ça. Donc c'est pour ça qu'ils s'attaquent à l'Ukraine, pour affaiblir la Russie. Bon, maintenant, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment réussi à affaiblir la Russie, bien au contraire. C'est plutôt c'est tout l'inverse qui est en train de se réaliser. Mais derrière la grande crainte, c'est en effet la Chine, c'est l'Asie. Et les États-Unis aujourd'hui se retrouvent impétrés à la veille. N'oublions pas que Biden a pris le pouvoir avec une déroute monumentale en Afghanistan, où après 20 ans de présence militaire des États-Unis et de l'OTAN, les Américains ont fini par rendre le pouvoir aux talibans. Et ils sont partis en courant, et ils ont laissé pour des milliards de dollars de matériel militaire sur place aux talibans. Voici un résultat concret de l'ingérence américaine à l'étranger. Et là, on arrive aux prochaines élections, au début novembre, où les États-Unis sont à la fois impliqués, ils ne savent plus comment se défaire du conflit ukrainien, et en même temps, ils sont impliqués dans le Moyen-Orient, le conflit entre Israël et les différentes factions musulmanes qu'il y a dans le Golfe. Et les États-Unis non plus, la presse américaine, les médias américains, la défense américaine dit elle-même, elle n'a plus les moyens aujourd'hui. Il y a un article très bien dans ce vendredi ou samedi matin du New York Times qui explique que les États-Unis aujourd'hui n'ont plus assez de réserves, plus assez de ressources pour maintenir leur guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, que leurs soldats sont déjà fatigués par les guerres dans lesquelles ils sont impliqués aujourd'hui, et que demain, ils oublient que il dit, il ne faut pas oublier que l'objectif final des États-Unis, c'est la Chine, que les États-Unis ne pourraient même pas se défendre aujourd'hui. Donc c'est ça on va dire, le dilemme
américains aujourd'hui, c'est que leur grand rival, c'est la Chine, mais pour l'instant, eh bien, ils se sont pris les pieds dans le tapis et dans le Moyen-Orient, où ils ont une très grande responsabilité sur ce qui se passe, et en Ukraine. Et alors, est-ce que la campagne américaine actuelle change un peu les choses? Est-ce qu'on voit réapparaître des discours plus isolationnistes? Est-ce que Donald Trump, qu'on présente à la fois comme très ferme sur l'Iran et au contraire capable d'aller faire la paix entre l'Ukraine et la Russie, d'aller aider à la paix entre l'Ukraine et la Russie, quelle est votre vision de l'actuelle campagne américaine par rapport à ce qui vous préoccupe dans ce livre, et comment jugez-vous possible l'évolution de la politique américaine si les républicains reviennent au pouvoir? Aujourd'hui, officiellement, je pense que Kamala Harris n'est pas une spécialiste de géopolitique. C'est pas elle qui décide, c'est pas elle qui décidera demain. Je pense qu'elle prendra les mêmes conseillers que Biden. Et ça sera plutôt une politique de type néoconservatrice. Et j'apporterai juste une nuance, c'est que les États-Unis, là, maintenant, savent très clairement qu'ils n'ont plus les moyens. C'est-à-dire que même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas mener toutes les guerres qu'ils voudraient mener, où ils arrivent à une période où c'était très facile pour eux de déployer des troupes à Bagdad, à Belgrade, où ils voulaient. Là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Donc même Harris, au pouvoir, devra faire des choix, parce que les multiples conflits dans lesquels les États-Unis sont impliqués, avec en plus les problèmes majeurs qu'ils rencontrent chez eux, sont incompatibles. Donc il faudra que Harris fasse des choix. Elle ne pourra pas continuer les combats sur tous les fronts, parce que ceux qui sont derrière Harris, eux aussi, veulent diminuer la puissance chinoise. Ça, c'est sûr et certain. Tim Walz, c'est un fervent qui connaît la Chine, qui est son vice-président, son candidat pour la vice-présidence, qui a travaillé en Chine, qui a des relations en Chine, veut clairement réduire la puissance chinoise. Et on a cette même volonté chez Trump. Chez Trump aussi, la Chine est très clairement indiquée comme un rival. Mais Trump a un discours qui est plus modéré. N'oublions pas que Trump est un des seuls présidents des États-Unis, de l'histoire des États-Unis, à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres. Et Trump dit très clairement qu'il veut régler le problème en Ukraine. Alors il dit qu'il va le faire en 24 heures. Bon, c'est son côté un petit peu marchand de tapis, mais il n'y arrivera pas en 24 heures, mais il dit très clairement vouloir régler le conflit. Le sujet aujourd'hui, c'est que c'est pas, les Américains avant avaient l'habitude de faire la pluie et le beau temps. Mais aujourd'hui, il peut très bien vouloir régler la situation en Ukraine et avoir en face de lui un Poutine qui dit « je ne suis pas d'accord » et qui va poursuivre. Et ça serait un problème pour les États-Unis, parce que du coup, ils voudraient régler le problème ukrainien pour pouvoir s'attaquer, pour régler ensuite le Moyen-Orient et s'attaquer à la Chine. Mais la Russie peut très bien dire, attendez, moi je ne suis pas d'accord avec vos termes, j'ai des priorités, j'ai les moyens, aujourd'hui je suis en train de gagner. Donc ça, c'est un sujet pour les États-Unis. Je pense néanmoins que Trump a plus une politique, pas isolationniste, certainement pas, les États-Unis ne pourraient pas, mais qui est plus proche, qui est plus souverainiste, dans le sens où il veut s'occuper du peuple américain. Les États-Unis sont archi-divisés. On ne se rend pas compte des problèmes majeurs qui traversent les États-Unis. 40% d'obèses, le mort par opiacés chaque année de surdose de drogue ne cesse d'augmenter. L'espérance de vie diminue aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs sociaux aux États-Unis qui sont terribles si on les compare par rapport aux pays civilisés, enfin les pays... le reste des pays occidentaux. Les pays occidentaux. Donc là, aujourd'hui, Trump doit régler ces problèmes. C'est la raison pour laquelle les Américains, beaucoup d'Américains en tout cas, veulent voter pour lui. C'est parce qu'ils ne veulent pas faire ces guerres à l'étranger. Est-ce que la dette américaine pèse tant que ça? Et est-ce que la faiblesse relative du dollar depuis quelques mois les handicape? Est-ce que économiquement, la pression mise par les BRICS qui menacent de faire leur propre monnaie de référence, qui menacent de quitter de participer à la dédollarisation du monde, est-elle une réalité? Oui. Les États-Unis n'ont pas travaillé sur le temps long. Ils n'ont pas eu de vision, ils n'ont pas calculé les effets. Paul Kennedy, qui est vraiment un professeur britannique et un des plus grands spécialistes de l'histoire des États-Unis, déjà dans les années 90 ou 80, je ne sais plus exactement, avait parlé de la menace de la surextension impériale. Il avait dit « attention, les États-Unis vont trop loin, au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir et à la fois maintenir nos 700 bases à travers le monde et nourrir notre peuple et avoir une infrastructure de qualité et avoir des universités de qualité et s'assurer qu'on n'ait pas 40% de la population qui soit obèse. » Donc là, le problème de Trump, le problème de la dette, que ce soit Trump ou Harris, va être gigantesque.
déjà les deux programmes, quand on mesure combien pèserait en milliards de dollars les programmes de Harris et de Trump, les deux programmes pèsent plusieurs milliers de dollars, donc alourdiraient encore en plus la dette. Et les États-Unis ont 35 000 milliards de dollars de dette et une dette consolidée publique-privée qui est de plus de 90 000 milliards de dollars. Et si les États-Unis n'arrivent plus à faire du dollar la monnaie de référence, la monnaie de réserve mondiale, ils vont avoir un problème parce qu'aujourd'hui, ils émettent des bons que le monde entier achète. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui supportons l'économie américaine en croyant dans cette économie et en achetant leurs bons du trésor. Si des pays comme les pays des BRICS, qui représentent 45% de la population mondiale, commencent à développer des monnaies numériques ou des monnaies de réserve différentes, eh bien, ça veut dire qu'on va faire moins confiance dans l'économie américaine. Le monde va faire moins confiance. N'oubliez pas que quand je parle du monde, c'est tous les États qui achètent, qui gardent des dollars, qui achètent des bons du trésor. Qui va s'occuper de la dette? Qui va régler la dette américaine? Donc, si le reste du monde commerce dans d'autres... fait du commerce avec une autre monnaie, c'est une menace. Et d'ailleurs, Donald Trump a dit que lui, il était prêt à mettre 100% de taxes sur tous les produits qui proviendraient de pays qui seraient en train de dédollariser. Lui-même se rend compte, mais le problème, c'est que les États-Unis ne peuvent plus choisir. Ils ne peuvent plus dire à un pays ou à un ensemble de pays, si vous n'êtes pas d'accord, on organise une révolution de couleur. Si vous n'êtes pas d'accord, et si on n'arrive pas à faire notre révolution de couleur, on va vous bombarder. Parce que vous avez en face des pays comme la Russie, la Chine, le Brésil, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, différents pays, la Turquie. La Turquie qui est la deuxième armée de l'OTAN, qui annonce son intérêt pour rejoindre les BRICS. C'est un coup de tonnerre à Washington et dans les relations entre Ankara et Washington. Donc, c'est un problème majeur pour les États-Unis. Quel que soit le candidat en face, ils ont créé leur rival avec toutes ces guerres, avec cette politique de guerre, de révolution de couleur, de soudoiement, de financement occulte, de partis en Europe et dans le reste du monde. Ils ont réveillé des pays qui n'en veulent plus du modèle atlantiste, qui n'en veulent plus du FMI, des banques américaines, de la Banque mondiale, des méthodes américaines. Et ils ont en face d'eux des pays qui représentent, comme je le disais il y a quelques instants, quasiment la moitié de la population mondiale, quasiment la grande majorité des réserves connues d'hydrocarbures, les plus gros producteurs de blé. Donc ce sont des pays qui sont quasiment autosuffisants, qui se sont alliés pour faire du commerce ensemble. Et nous, Européens, on est les gros dindons de la farce. Parce qu'avant, on disait qu'on n'avait pas de pétrole, mais qu'on avait des idées. Là, on n'a plus de pétrole et on n'a plus d'idées. Alors, dans un paradoxe que vos lecteurs comprendront, mais vous appelez aujourd'hui le vainqueur du prochain scrutin américain lors de l'élection présidentielle, donc début novembre, à faire plutôt que ce que propose Donald Trump, Make America Great Again, Make America Small Again. Oui. Vous pensez que si les États-Unis reviennent aujourd'hui à une certaine common decency internationale et changent de braquet et de vision du monde et acceptent une sorte de pluriversum qui se met en place, cela pourrait désamorcer un certain nombre de conflits? Oui, j'en suis certain, et ce n'est pas antinomique forcément. Les États-Unis peuvent demeurer un grand pays pour les Américains. Tout n'est pas mauvais dans les États-Unis, il y a des belles choses qui sont là-bas, mais il faut qu'ils reviennent à une portion humaine. Ils ont, dans cette surextension impériale, ils sont en train d'affaiblir leur propre peuple. Les Américains sont archi-déchirés. Je n'ai même pas parlé des sujets du wokisme, du cancel culture qui fait des ravages aux États-Unis. On a vraiment deux peuples aux États-Unis qui s'affrontent, qui ne sont plus du tout alignés sur ce que devraient être les États-Unis. Les Américains ont été forts tant qu'ils avaient des valeurs à l'époque qui étaient des valeurs chrétiennes. Ils avaient une foi majoritairement protestante, mais il y avait quelque chose qui unissait l'ensemble des Américains. Vous voyez, quelles que soient les origines, les races, il y avait quelque chose. Ils étaient tous globalement, ils partageaient ces valeurs. Et puis après, comme l'a très justement analysé Emmanuel Todt, après, avant, ils avaient la foi et les valeurs, avant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'avaient plus que les valeurs. Et puis maintenant, ils n'ont ni les valeurs, ni la foi. Donc, il n'y a plus rien qui unit le peuple américain. Donc, si les États-Unis veulent rester un pays puissant, ils doivent très clairement choisir leur combat. On voit très bien qu'en Ukraine et au Moyen-Orient, eh bien, ils se prennent des déroutes. Ils n'arrivent plus à décider de l'issue des relations géopolitiques entre pays, que la situation nationale est catastrophique d'un point de vue social. Et donc, il va falloir choisir ses combats. Donc, il faut que les États-Unis redeviennent un pays, je dis small, plus petit, normal, on va dire. Ça restera un grand pays de plus de 350 millions d'habitants, mais il faut qu'il redevienne à une part décente, normale, pour, je pense, accompagner un mouvement
de multipolaire. On le voit très très bien. Il y a une place pour un grand acteur comme les États-Unis dans un monde multipolaire, mais c'est une place où les États-Unis ne seront pas le primaire inter pares. C'est le pays, ils seront un pays comme les autres. Ça sera un pays souverain qui devra respecter le droit international. Et tout le monde devra respecter le droit international. C'est la volonté des BRICS, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire. On ne peut pas avoir un droit international si vous avez un acteur majeur qui s'assoit dessus. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces perspectives. Je pense que vos lecteurs habituels iront voir effectivement cette extension de l'Amérique Empire. Et puis j'espère que vous aurez de nombreux nouveaux lecteurs parce que effectivement vos travaux permettent de bien résumer 2 siècles et demi, mais désormais d'empire américain, avec toutes les conséquences que cela a entraîné pour l'Europe et pour la France. Donc je rappelle que l'Amérique Empire est disponible pour la modique somme de 23 € aux éditions Temporis. Merci Nicolas Mirkovic et chers téléspectateurs, à vos librairies.